Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Via 93, très heureux de vous accueillir. Dessine-moi un mouton, ou plutôt dessine-moi tes émotions. Voilà l'exercice qui a été proposé à des petits princes, des petites princesses de Montreuil. On les découvre feutre en main dans un documentaire, ça s'appelle Couleurs d'enfance. 8 épisodes de 4 à 5 minutes à découvrir sur notre antenne. Et pour en parler, le réalisateur était avec nous, Alexandre Labarussia. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Vous avez donc posé votre caméra dans une classe de grande section de maternelle. Ça veut dire des enfants qui ont quel âge? Qui ont 5-6 ans, ça dépend des années de naissance. Et vous les filmez donc un par un, comme ça, en train de dessiner, d'exprimer, d'expliquer leurs émotions. Et il y a notamment parmi ces enfants, on le découvre, votre fils, Exactement. Adrien, qui a percé le secret de papa. Vous allez nous dire s'il a raison, mais on l'écoute d'abord. Tu nous filmes pour que les autres parents sachent ce qu'on fait à l'école. Quand vous êtes à la maison, vous savez, et que vous travaillez, vous ne savez pas ce qu'on fait nous à l'école. Bon, Alexandre Labarussia, il a raison, votre fils? Il a partiellement raison, mais pas complètement. Le projet, c'était pas vraiment de documenter le fonctionnement d'une classe. C'était pas de les surveiller pour dire ce qui se passait Pas du tout, c'était parents. pas du tout ça. Le projet, en fait, il est né en découvrant le travail, un des travaux qu'avait fait leur enseignant, Romain Van Pen. Il avait fait dessiner à des enfants des dessins, il les avait affichés avec des verbatims, des petits extraits où l'enfant décrivait ce qui était dessiné. J'avais trouvé ça vraiment extrêmement poétique et je m'étais dit que ce serait un dispositif de documentaire intéressant, de filmer les enfants en train de dessiner et de recueillir leurs paroles. Vous avez l'habitude de travailler avec les enfants comme ça ou c'était une première? Alors j'en ai deux, donc j'ai un peu l'habitude des enfants. Je ne vais pas dire que c'est du travail, mais parfois c'est quand même un peu de boulot. Mais comme ça, face caméra? Face caméra, c'était la première fois. Ouais. Et il y avait un vrai enjeu cinématographique. Il fallait à la fois... il y avait un dispositif, donc ce dispositif du dessin qui se fait en temps réel, on s'était un peu inspiré du mystère Picasso de Clouseau, par exemple. C'était une des références et de Être et Avoir. On était au croisement des deux. Et l'idée, c'était d'aller, grâce à ce dispositif, de recueillir la parole des enfants. Et là, moi, c'était un peu une découverte pour moi. Je ne savais pas comment ça allait se passer, comment j'allais pouvoir les amener à parler. Et ça a été un des enjeux du tournage et après du montage. Alors justement, on va en parler de ces enjeux-là. Parmi les émotions qui reviennent, parce que c'est aussi l'idée comme ça de faire émerger les émotions des enfants, il y en a deux émotions qui reviennent particulièrement. Il y a la peur et il y a la colère. Alors pour les gérer, chacun sa méthode. Hein. En force pour Khalil et en douceur pour Adamawa. Regardez. Comment tu fais pour te calmer, Adamawa? J'aimerais bien savoir, parce que moi, quand j'ai peur, j'ai du mal à me calmer. Tu fais comment, toi? Je respire. Une fois, j'étais punie et après, j'ai tapé le mur. J'étais trop en colère. J'étais comme ça, j'ai tapé le mur, tapé le mur, tapé le mur. Après ça m'a calmé. Voilà, il y a deux écoles. Hein. Il y a de la diversité dans la manière de gérer ses émotions. Mais c'était complètement l'idée. Je voulais un sujet qui puisse être un support à la parole et qui puisse, au-delà de traiter les émotions, c'est un moyen de nous permettre d'accéder à l'intimité des enfants et les découvrir. C'est pas facile de parler de ses émotions, qu'on C'est soit pas facile d'ailleurs de parler adulte de ou ses enfant. émotions. C'est pas facile de parler des émotions. C'est quelque chose qui travaille à l'école à cet âge-là. Mais là, il y a la caméra, donc on en Là, il y a parlait la tout à l'heure, il y a caméra. ce dispositif. Il y a ce dispositif et il y a moi qui les conduit, discute, trouve un moyen d'établir le dialogue en peu de temps, parce qu'on avait très peu de temps de tournage, et essayer de les suivre et les devancer en même temps. C'est-à-dire écouter ce qu'ils ont à dire et en même temps essayer de donner un sens à leurs paroles, à leurs propos qui sont parfois décousus. C'est des enfants, on n'attend pas qu'ils tiennent un discours cohérent, sensé, intellectuel sur les émotions. Donc garder leur spontanéité, mais quand même en essayant de les guider un peu et de les faire parler, quoi. C'est ça le double enjeu, quoi. Exactement. Et ça, c'est un double enjeu à la fois au tournage, où là, il fallait un peu composer sur place, parce que je les découvrais en même temps qu'ils se livraient. Et la deuxième phase, vraiment, là moi, en tant que réalisateur, c'était très intéressant de le vivre, c'était la phase de montage, où là, vraiment, on se retrouve avec 20-25 minutes de paroles des enfants qui sont décousues et auxquelles on doit donner un sens et qu'on doit reconstruire. Il y a à la fois une forme de trahison, parce qu'on ne peut pas respecter la chronologie de la parole. C'est le principe du montage. C'est le principe du souvent de la montage, trahison. exactement. Et en même temps, une obligation morale et une obligation cinématographique de respecter l'identité des enfants, le sens de leurs propos, leurs paroles. Et ça, c'est vraiment très intéressant de le pratiquer.
Alors il y a des cas quand même où le dialogue a été un peu moins fluide, on va dire. Il y a Joseph notamment, hein, qu'on découvre, très cérébral, comme ça, très curieux, à poser plein de questions. Il va même finir par rien dessiner, hein, voilà, syndrome de la feuille blanche. Il y a Hassan aussi avec son maillot du PSG, timide, voilà, pas très bavard, communication là aussi un peu plus compliquée. Mais voilà, il y a la caméra et ça impressionne. Complètement, ça impressionne et ça accentue des traits de la personnalité qui étaient déjà là. Ça, c'est une chose que m'a dit Romain. Ça fait loupe, effet loupe. Exactement. Quoi. C'est une chose que m'a dit Romain qui m'a touché beaucoup. Il m'a dit, je reconnais tous les enfants, je les reconnais là comme je les ai en classe. Et en effet, le duo Joseph et Hassan, c'est un duo qu'on trouvait intéressant parce qu'on a d'un côté un enfant qui a accès au langage, qui parle très bien, on sent il est vraiment à l'aise sur ce terrain-là. Et c'est celui qui a mis le plus de temps à dessiner, qui trouvait toutes les stratégies pour ne pas y aller. Et Hassan, c'est l'inverse. On sent un accès à la parole plus compliqué et pourtant, c'est le plus beau dessin qu'il fait. Alors justement, les dessins, il y en a 10 au total qu'on voit dans ce documentaire. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a retenu votre attention? On découvre plus ou moins que vous décernez de manière officieuse la palme justement à Hassan. Moi, c'est Hassan, le dessin qui m'a le plus marqué parce qu'il était le plus coloré, il était abstrait, il avait vraiment une force poétique. C'était quoi déjà son dessin? C'est un oiseau à trois pattes. C'est tout ce que j'ai réussi à obtenir de lui. Et il y a des bulles à un moment, c'est tout ce que j'ai réussi à obtenir. Et le dessin, c'est le plus beau. Et ça, je trouve que c'est assez fort d'avoir voilà, c'était son mode d'expression. À ce moment-là de sa vie d'enfant, c'était son mode d'expression. C'était pas le langage, c'était plutôt le dessin. Un dessin vaut mieux que 1000 mots. C'est peut-être la conclusion qu'on peut tirer avec Hassan. Alors, parmi les choses qui sont représentées sur ces dessins, il y a donc ce fameux oiseau à trois pattes d'Hassan, il y a une photo de classe, il y a une attraction même du parc Astérix, et puis pas mal de monstres. Des monstres qui sont tout droit sortis de l'imaginaire et souvent des cauchemars des enfants. Et Lina, elle, la nuit, eh bien, elle a vu un certain Vladimir Poutine. Regardez. Et il avait un truc rond, rouge là, avec un truc du feu. Il est énorme. Il peut venir dans d'autres vies et beaucoup de vies. Donc, Poutine va détruire la France. Mais s'il fait ça, la France est plus meilleure que lui. Et aussi, moi aussi, j'ai comme lui, comme ça, pourrait éclater sa vie. Il est surprenant, ce témoignage. Ce témoignage est très surprenant. Et Lina était une enfant qui condensait vraiment une chose que je cherchais et en même temps que j'ai découverte en faisant le film. Je me méfiais beaucoup de la tentation qu'il pourrait y avoir à réduire les enfants à des concepts psychologiques ou surtout sociologiques. C'était un danger, c'était même un danger moi que j'avais en projetant le film. Et Lina, elle est exactement l'enfant qui échappe à tout ça, qui est extrêmement connecté à l'actualité, qui peut parler de Poutine. C'est une enfant qui a une vie difficile au demeurant, je l'ai appris après le tournage, qui parle de religion, c'est la seule enfant qui parle de religion et qui à chaque fois dépasse toute réduction sociologique dans laquelle on pourrait la mettre. Et ça m'a rappelé, moi, qui pourtant, et c'était pourtant ça que j'allais chercher, qu'on n'est pas face à des données statistiques. On est face à des individus, à des enfants qui sont en construction, qui sont beaucoup plus riches et qui dépassent toutes les réductions qu'on peut faire d'eux. Et ça, c'était vraiment un enjeu politique très très fort du projet. Et vous cherchez, vous le rappelez d'ailleurs au début de chaque épisode, vous cherchez une sorte de portrait de ces élèves. C'est ce que vous venez de nous expliquer là, c'est-à-dire que ce portrait, finalement, il échappe à toute idée préconçue, quoi. Pas Il échappe à toute idée préconçue. On assume aussi dans ce film une forme de poésie et pas de discours qui est tenu. Mais en effet, les enfants c'était, et ça on l'a vu aussi au montage, au tournage et au montage, les enfants échappent complètement au discours préconçu que nous on peut avoir adultes et c'est un champ des possibles en fait. À cet âge-là, ces enfants-là, tout est possible. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier. Et on peut avoir tendance à réduire, à déjà leur faire porter une espèce de responsabilité et de fatalité sociologique qui est absolument pas une réalité. Les enfants ont pu voir le documentaire? Les enfants ont vu le documentaire. Ils l'ont vu, on l'a projeté en juin 2023 au Méliès. Réaction? Alors, réaction, ils étaient contents de se voir. Et Joseph est venu me voir parce qu'en fait, Joseph, il a fini par dessiner. On a triché au montage parce que ce qui était intéressant et ce qui le rendait singulier, c'était toute sa phase d'hésitation.
Il a fini par faire un dessin et il est venu me voir en me disant « mais quand même, il faudrait que tu lui dises que j'ai quand même fait un dessin ». Et donc il était un petit peu… Après je lui ai expliqué, je lui ai dit « mais oui, mais tu sais Joseph, c'était là, c'était intéressant, c'était là, quand tu dessinais pas ». Et je lui ai expliqué pourquoi il a compris. La fameuse trahison du montage. Exactement, c'est Il exactement ça. l'a vécu. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? C'est un projet qui rend hommage quelque part en creux quand même aussi au travail des instituteurs et au travail de l'institution, parce qu'ils ont une place, c'est un maillon absolument essentiel de du fonctionnement de notre société. C'était ça aussi votre idée un petit peu ? C'était ça aussi mon idée. Moi je suis fils d'enseignant et j'avais envie de poser un regard. Alors oui, c'est un regard qu'on peut trouver poétique ou un peu gentil peut-être, mais j'avais envie de poser un regard où on se dit en voyant le film, mais en fait tout est possible et les choses ne sont pas jouées. Les choses ne sont pas jouées, c'est trop simple de se dire c'est terminé, on les condamne, ne faisons rien pour eux, ils sont déjà condamnés. Non, tout est encore possible et j'ai l'impression que quand on voit ces enfants parler, c'est ce qu'il en ressort. Il en ressort en effet cet espoir, ce sourire aussi quand on les regarde. Ça s'appelle donc Couleurs d'enfance, Alexandre Labarussia, votre documentaire qu'on découvre donc ici sur Via 93. 8 épisodes au total. Un mot avant de se quitter peut-être sur vos nouveaux projets en cours à venir. Alors je continue moi, je fais de la fiction aussi. Je repars sur un projet de court-métrage qui sera tourné normalement l'année prochaine, qui se passe dans une cité du 93 et je suis en écriture et en coécriture d'un projet de long métrage et d'un projet de mini-série sur des faussaires en peinture. C'est noté. Merci Alexandre Labarussia d'avoir été notre invité Couleurs d'enfance, donc à voir sur Via 93. Quant à moi évidemment, je vous dis à très vite ici sur ce plateau. Salut.